Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. André Berkov reçoit aujourd'hui pour son face-à-face Jean-Baptiste Léon, directeur de publication de Contribuables et Associés. On va se demander où peut bien passer l'argent du contribuable, justement. Eh bien, il y a vraiment de quoi faire. Je vais vous dire, on parle de remaniement ministériel, on parle de poste, on parle de tout cela. Mais vous savez, on est ici, vous le savez, dans l'émission et à Sud Radio. On essaie de dire ce qui intéresse vraiment les Français et ce contre quoi ils devraient réagir. Et moi, je suis halluciné que ce soit les citoyens, les parlementaires, etc., ne parlent pas, les parlementaires, les gens, les personnes, vous tous, nous tous, ne parlent pas de ce chose, de ce scandale permanent que dénonce un certain nombre de gens, dont les contribuables associés, l'association Contribuables Associés, qui fait un travail formidable et qui publie très régulièrement le livre noir des gaspillages, 100 gaspillages hallucinants payés par nos impôts. Le plus récent est paru en 2022 et le prochain paraîtra en janvier, je crois, 2025. Février 2025, ouais. Février 2025. Nous sommes avec Jean-Baptiste Léon, donc directeur des publications de Contribuables Associés. Et je dois dire que je me le suis, je l'ai regardé, je l'ai lu, et écoutez, on tombe à la renverse. On le sait déjà, ce n'est pas nouveau. Alors, Jean-Baptiste Léon, ça fait combien de temps qu'avec Contribuables Associés, vous faites ce livre noir des gaspillages? Enfin, vous faites la recension, puisque vous défendez les contribuables, hein, les millions et les dizaines de millions de contribuables. Depuis combien de temps vous faites cette recension? Depuis 2010. Depuis l'année 2010. Donc 14 ans. Enfin, 14 presque 15 ans. 15, oui. Oui. Ouais. Et donc avec une parution tous les 3 ans à peu près. C'est ça. Et alors dites-moi, est-ce que profondément depuis 15 ans, rien n'a changé? Pour être tout à fait précis, enfin rien. Disons que les grandes lignes des gaspillages sont toujours là. Elles sont toujours là. Nous, notre objectif, c'est de regarder en gros les gaspillages tout en haut de l'État et tout près de chez vous, donc dans les ors de la République, comme dans le village d'à côté. C'est ça. Et territorial, collectivité locale, comme l'Élysée, Matignon et autres. Exactement, comme l'administration. Et force est de constater que s'il y a des points d'amélioration, dans l'ensemble, le constat demeure malheureusement le même. Oui. Et non seulement constat le même, mais accablant. Je rappelle simplement qu'il y a 1450 milliards de dépenses publiques par an en France, hein, c'est-à-dire, bon, et dépenses publiques dont certaines sont évidemment nécessaires et utiles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que on regarde effectivement, vous avez détaillé ça très clairement et par rubrique, la suradministration, les 11 500 lois, 73 codes juridiques. Vous dites que la suradministration a coûté entre 2007 et 2018 est passée de 60 à 84 milliards d'euros. La suradministration, les services publics, la fonction publique, les autorités régionales de santé, etc. Mais alors, c'est quoi cette suradministration? C'est-à-dire, on gonfle encore, malgré les déclarations présidentielles et autres, on gonfle le chiffre des fonctionnaires. Oui, et puis c'est une question aussi d'efficience, d'efficacité de notre administration. Ces chiffres-là ne sortent pas de nulle part, hein, c'est des chiffres de l'OCDE, donc oui, vérifiés, officiels, vérifiés, oui. Avec un comparatif en fait européen et international. Et il se trouve que depuis une quinzaine d'années, nous sommes bien au-dessus des grands pays occidentaux et développés. Nous sommes, vous voulez dire, un maillot jaune de ce point de vue-là? De mémoire, oui. De mémoire, ou ouais. Ce n'est deuxième ou troisième. Mais il y a une constante, effectivement. On voit que, en termes d'effectifs et en termes de productivité de l'administration, la France est plutôt lanterne rouge, ou maillot jaune, comme on veut. Et ce qui est, non mais vous donnez, on va détailler parce qu'il y a des choses extrêmement précises. Parlons un peu justement, par exemple, vous parlez du ministère de l'Agriculture. Oui. Et on connaît la crise agricole, on sait combien l'agriculture française, le nombre d'agriculteurs a diminué, mais pas du tout chez les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture apparemment. Non, il y en a plus de 40 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, alors qui englobe énormément de choses. Ça peut englober également aussi l'enseignement agricole, avec les lycées, etc., qui sont
bonnes et de belles institutions, mais on voit par rapport à d'autres pays, par exemple comme l'Allemagne, où le nombre d'agriculteurs, de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture est très faible. Il est près je crois que nous, on est aux alentours de 40 000, eux, c'est 1600 agents. Bon, après, l'Allemagne est beaucoup plus décentralisée aussi que notre pays. Mais il se trouve qu'effectivement, on a de moins en moins d'agriculteurs et de plus en plus de fonctionnaires. Et tout ça, pourquoi ? C'est lié sans doute aussi à cette inflation des normes. On sait bien que nos agriculteurs qui ne mâchent pas leur travail subissent vraiment de plein fouet. On l'a encore vu cette année au moment des manifestations. Ce qui renaît beaucoup dans leur bouche, comme d'ailleurs de plus en plus dans la bouche des Français, c'est cette surcharge de normes, de paperasse à remplir. Vous dites qu'ils consacrent des heures par semaine à remplir des papiers. Tout à fait, et c'est autant qui ne passent pas auprès de leurs bêtes ou dans les champs. Ouais. Et en gros, on veut pas faire de l'antifonctionnariat primaire, un contribuable associé, bien au contraire. On pourrait même dire des choses intéressantes là-dessus, c'est qu'on aimerait quelque part qu'ils soient mieux payés, peut-être moins nombreux, mais mieux payés. De fait, un agent public ou un ministère est là pour produire de la norme et il veut exister, renforcer son pouvoir, se gonfler, etc. Et entre les normes européennes et la surtransposition des normes européennes, parce qu'en gros, quand Bruxelles va nous dire nous on va en mettre 2, nos agriculteurs étouffent effectivement. Mais vous donnez un chiffre global au-delà de l'agriculture et hallucinant, 400 000 normes. Ouais, tout à fait, avec une foultitude de codes juridiques, sociaux. Et avec une explosion de la pagination de ces différents codes, du code de travail. On fait souvent la comparaison avec la Suisse, dont le code du travail a très peu bougé, qui fait 25 pages. Le code des impôts, chez nous, c'est plus de 1000 pages qui se renforcent d'année en année. Et on arrive à une complexité telle que c'en est gênant pour les acteurs économiques, c'en est gênant pour le particulier, et quelque part, on a une forme d'opacité juridique, à se demander parfois si elle n'est pas organisée, parce que ceux qui peuvent tirer leur épingle du jeu, ce sont ceux qui sont bien outillés, soit dans la haute administration, soit qui ont des avocats, soit les grosses boîtes, soit les très grandes boîtes, et le petit entrepreneur à côté face à cette avalanche de normes, de codes, etc., est noyé. Et qu'il n'est pas armé pour absolument pas déchiffrer ça. Absolument pas. Et ce qui est extrêmement préjudiciable pour nos emplois et pour la viabilité de nos entreprises. Alors, on va quand même détailler un peu, et vraiment, parce qu'il y a des choses formidables. Par exemple, c'est cette invention que le monde entier nous envie. Enfin, on comprend quand c'était De Gaulle et après la guerre, l'ardente obligation du plan. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons un haut commissariat au plan. Oui. Ça sert à quoi ? Pas grand-chose. Il y a eu quelques rapports qui sont sortis. À part ça, bon, c'est un petit peu comme le CESE, comme le Conseil économique, social et environnemental, dont beaucoup de Français ne soupçonnent pas l'existence, mais il en a été question récemment au moment du managérial et de la nomination potentielle de son président au poste de Premier ministre. Et oui, le commissariat au plan, écoutez, ça c'est un petit air un peu soviétiforme aussi. De volonté d'encadrer le pays et l'économie. Alors il y a eu quelques rapports qui sont sortis, certains extrêmement intéressants, notamment sur les retraites. Mais dans le fond, ces mêmes rapports sont produits par ailleurs par des parlementaires extrêmement compétents, par un ensemble d'organismes, d'agences qui existent. Donc on n'a fait que surajouter, sans doute pour satisfaire Monsieur Bayrou, on a rajouté une couche quelque part en créant ce nouvel organisme. Qui coûte quand même quelques dizaines de millions. Exactement, là, il y a quelques années, c'était, je crois, l'édition était de 13 à 15 millions annuels. Et alors vous parlez aussi quand même, il faut en parler aussi, encore une fois, il ne s'agit pas, et vous avez raison, vous ne le faites pas, vous ne jetez pas l'opprobre sur un corps, non. Vous jetez l'opprobre sur, effectivement, vous éclairez un certain nombre de choses dans les consultants. Les conseillers. Oui. Je ne parle pas seulement de McKinsey, mais tous les autres. Oui, parce qu'il n'y avait pas que McKinsey. D'ailleurs, c'est pas McKinsey qui a empoché le plus dans l'affaire. Mais enfin, où on a des fonctionnaires. Voilà, c'est exact. Là est le problème. Alors, en gros, les cabinets de ce qu'on sait, des derniers chiffres qui sont sortis récemment, on en est à 2,5 milliards. 2,5 milliards. Ouais. Alors, la grande majorité étant. Oui, par an. Par an. 2,5 milliards d'euros ça a baissé depuis, la loi a été corrigée, etc. Et sur les 2,5 milliards, il y avait 1,5 milliard de prestations informatiques. Voilà, type logiciel, etc. Parce qu'on l'explique également, l'État et l'informatique, ça fait deux. Ils ont lancé une foultitude de logiciels et autres qui sont plantés, qui ont coûté énormément d'argent. Donc faire appel à des sociétés privées, pourquoi pas ? Ça peut être bien en cas par cas, mais dans le même temps, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, on a une foultitude de hauts fonctionnaires, une haute administration avec des gens extrêmement compétents qui ont fait des études brillantes. Bien sûr.
Donc Pourquoi il y a double emploi. Voilà, il y a double emploi. Très bien payés, parce qu'il faut savoir que ces conseillers privés sont très bien payés. Très bien payés. Et ils font le travail que devrait faire sans doute la fonction publique. Ou si la haute fonction publique n'est pas compétente en la matière, il faut peut-être changer le système et revoir un petit peu ce qui se passe dans les ministères. Et alors justement, pour continuer un tout petit peu quand même, il y a des choses extraordinaires. Par exemple, c'est intéressant, vous donnez les hauts fonctionnaires les mieux payés, montant moyen des 10 plus hautes rémunérations brutes versées en 2020. Je parle toujours de la version de 2022. Oui. Ministère de l'Intérieur et Outre-mer. Donc c'est pas seulement le ministre, c'est les ministères. C'est les du plus haut poste, entre guillemets. Voilà, 20 902 € par mois de salaire brut. Ministère de la Transition écologique solidaire, 21 966 €, toujours en salaire brut. Ministère de l'Économie et des Finances, 20 517. Alors que, c'est intéressant, le salaire brut du président de la République, c'est 15 203. Ouais. Donc vous avez 3 ministères où les hauts fonctionnaires, l'Intérieur, l'Outre-mer, la Transition écologique et le ministère de l'Économie et des Finances qui sont mieux payés que le président de la République, que le salaire brut moyen de la fonction publique, bien sûr, etc. Ils sont même un peu plus nombreux que ça. Sous François Hollande, il y a un rapport qui était sorti. En gros, il y a à peu près 800-900 hauts fonctionnaires qui sont mieux rémunérés que le président de la République. Ouais. J'ai les derniers chiffres, si vous voulez, André. Oui. Je suis allé regarder tout à l'heure. Là, au moment où on parle, alors évidemment, on est en 2024, mais bon, l'administration, il faut faire remonter les informations. Ouais. Les derniers chiffres sont de 2022. Les hauts fonctionnaires les mieux payés sont ceux du ministère de la Défense. Voilà. Avec la Défense. Voilà, 34 000 € en moyenne pour les 10 plus hautes rémunérations, suivi de l'Intérieur avec 22 600 € et la transition écologique. Pour 20 656 € exactement en moyenne pour les 10 meilleures rémunérations. Donc toujours plus que le président de la République ou le Premier ministre et autres. Exactement, bien sûr. Et on voit un petit peu moi, ça m'avait beaucoup surpris dans les chiffres de 2020, c'est de voir la transition écologique qui était tout en haut. Moi, je m'attendais à ce que ce soit en gros les fonctionnaires de Bercy, c'est un peu ce qu'on entend en règle générale. Absolument pas. Là, d'ailleurs, toujours au moment où on parle, Bercy, dans le classement des hauts fonctionnaires les mieux rémunérés, n'est que 4e. Et donc la transition écologique à l'époque, et là on voit peut-être une forme de conséquence négative ou positive d'un changement un petit peu de biais de la part de l'État, c'est-à-dire on va un peu plus vers le régalien, même si le régalien est très en deçà en termes de dépenses publiques, on pourra en parler ailleurs. Il y a eu des investissements qui ont été faits pour la police, pour la défense, et quelque part, ça se retrouve dans les nouveaux chiffres où on voit que ce sont les agents, les hauts fonctionnaires des armées et de l'intérieur qui sont les mieux payés aujourd'hui. Oui, la situation l'exige peut-être aussi. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. Mais alors, justement, on arrive. Alors, je regarde aussi. Alors, expliquez-moi. C'est très intéressant parce qu'il y a alors. Évidemment, les frais de l'Élysée, quand même. Les frais de l'Élysée, c'est quand même assez hallucinant. Ça a explosé, ça aussi. Et ça a explosé. Ça a été stabilisé ces 2 dernières années. Là, le dernier rapport de la Cour des comptes pour 2023, depuis une quinzaine d'années, c'est Nicolas Sarkozy qui avait initié cela. La Cour des comptes sort un rapport sur l'Élysée. Voilà, comment ça marche, comment les dépenses, recettes, etc. Et là, ces 2 dernières années, c'était plutôt stable. Et cette année, pour l'année 2023, on a un gros déficit de 8 millions d'euros qui s'explique en grande partie par les voyages, d'une part, par les déplacements du président. Ce qu'on peut trouver encore une fois légitime, si ce n'est qu'il y a un gros hic, c'est qu'il y a une douzaine de déplacements qui ont été annulés au dernier moment. Et donc hébergement, etc. Et qui ont été comptabilisés. Voilà, au dernier moment, donc on peut pas rembourser. On n'est pas remboursé, donc c'est une perte de plus de 800 000 € pour le contribuable. Et autre grand fait majeur des dépenses en 2023 qui ont fait exploser la facture, ce sont les frais de représentation. Voilà, l'accueil des chefs d'État, les grands dîners à Versailles, etc., notamment le roi d'Angleterre Charles III, etc. Le roi. Et je vais écarter mon bon plaisir, comme disait l'autre. On va continuer à parler de tout cela après une petite pause. Si vous avez une question ou une réaction, n'hésitez pas à nous appeler au 826 300 300. 0826, je ne l'ai pas dit. Alors j'aurais dit 0826 300 300. Et on retrouve André Berkoff et son invité Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de contribuables associés, juste après ça. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Une publication brûlot, franchement. Faites taper touscontribuables, toutattaché.org, touscontribuables.org, et vous aurez cette publication
Ça coûte 15 €, mais très franchement, ça les vaut. Le livre noir des gaspillages, sans gaspillage hallucinant, payé par nos impôts. Alors, ça va vraiment vous aborder tous les domaines, c'est à tous les étages. Et franchement, quand on additionne tout ça, ça fait quelques dizaines, quelques centaines, en tout cas de milliards. Et quand même, franchement, au lieu de s'occuper de savoir qui va remplacer quoi, eh bien, ce serait pas mal de se pencher là-dessus, de savoir. Vous savez, on dit économie, dépenses publiques. Alors, ils disent tout ça quand ils arrivent. Oui, on va économiser. Oui, la dépense publique, c'est ça. Il faut absolument la dépense publique. Et après, rien. Et notamment, alors on va aller quand même dans le détail, Jean-Baptiste Léon, puisque vous en parlez dans votre publication, Contribuables associés. Il y a quelque chose. Anne Hidalgo, c'est pas pour... Je n'ai rien contre Anne Hidalgo, une femme de qualité. Mais enfin, vous parlez du ramassage des ordures et des saletés à Paris, oui, et de la contribution de cette ville de Paris, dont on sait dans quel état de propreté et d'immaculé elle est, eh bien, elle subventionne la recherche des déchets à l'étranger. Oui, c'est des subventions qui ont été versées à Port-au-Prince, notamment. Haïti, oui. Haïti. Tunis, c'est une troisième ville d'Afrique du Nord qui m'échappe. Et ça, c'était des subventions il y a quelques années, mais qui ont été reconduites pour certaines de ces villes il y a un an ou deux. Oui, c'est assez symbolique, assez intéressant. On a du mal à faire le ménage et ramasser les poubelles à Paris. Et à côté de ça, on va subventionner des pays avec l'argent du contribuable parisien pour les aider à retraiter leurs ordures ménagères. Alors c'est intéressant les ordures ménagères à Paris, parce qu'en gros la moitié de Paris c'est sous régie privée et l'autre c'est ville de Paris, et on constate, il y a des rapports très intéressants qui sont sortis notamment de la Chambre régionale de la Cour des comptes d'Île-de-France, qui démontrent qu'en gros quand c'est du privé et du public, le taux horaire, le ramassage n'ont absolument pas le même coût, et qu'il y a une différence assez flagrante entre le traitement de la ville de Paris et celui qui est fait par des opérateurs privés. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins coûteux. C'est beaucoup moins coûteux. Le privé est beaucoup moins coûteux en la matière, ouais, en la matière. D'accord. Mais parce qu'il y a des quartiers entiers de Paris, on sait, et pas seulement de Paris, on pourrait parler d'autres villes françaises. Marseille, par exemple, également, où en gros, le ramassage des ordures est un peu sous la coupe d'un syndicat, donc en gros, les boueux, entre guillemets, font un peu ce qu'ils veulent. Ouais, et quand ils font la grève, on le sait, on le sent. Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais c'est des choses comme ça qui sont extraordinaires, parce qu'il y a quand même 52 000 agents de la ville de Paris. Ouais. C'est quand même considérable. Et justement, par rapport... Alors, ces choses que là, vous parlez aussi, par exemple, je regardais les choses... vous pouvez me parler, alors les plans vélo. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu dans les plans vélo, alors? Parce que vous parlez de... il y a un peu tout. Il y a au niveau local, parce qu'on voit des villes extrêmement endettées créer c'est un peu un effet de mode. Je pense qu'il y a des plus petites villes de province. Des pistes cyclables comme la ville de Lannion, que j'aime bien, qui est en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Ouais. Mais qui est pas une métropole, internationale non plus, qui a créé une piste cyclable pour plusieurs millions d'euros, alors que la ville, quand même, n'a pas avec l'aide de l'intercommunalité, certes. 1 million d'euros de piste cyclable. Oui, 1 million, attendez, je l'ai là, 1 million, 1,5 million quasiment. Ouais. 1,5 million pour une ville qui ne rayonne pas d'un point de vue économique et en termes de finances publiques. Donc il y a un peu cet effet de mode, donc au niveau local, mais aussi il y a eu des plans vélos qui ont été notamment lancés il y a quelques années par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, là qui se chiffre en centaines de millions d'euros ou en milliards sur plusieurs années, parce qu'il y a des aides à l'achat, des aides structurelles, l'apprentissage du vélo pour les enfants à l'école, alors que fondamentalement, on peut penser que c'est plutôt papa et maman qui devraient gérer ça, etc., etc. Donc là, on est aux confins, effectivement, de la dépense publique, un petit peu de l'idéologie du tout vélo, quoi. Ouais. Ça, et puis les transitions écologiques, etc. Ouais, etc. Là, c'est à toutes les sauces la transition écologique, et c'est je pense, un super argument, une super nouvelle idée qu'ont trouvé les gouvernants pour taxer un peu plus les Français, quoi. Voilà, c'est pour le bien de la planète, c'est pour le bien du climat, donc une taxe en plus. Ouais, c'est bien. Voilà, vous allez sauver la planète, mais payer. Il faut payer, évidemment. Et alors, on va parler aussi de juste après cette petite pause, on va parler quand même, parce qu'il n'y a pas que ces postes-là, il y a quand même tout ce qui se passe dans les collectivités territoriales, quand même, vous le dénoncez, extraordinaire, et puis alors l'élite et la fonction publique. Ouais. L'élite, les grands corps de l'État, les agences d'État, etc. Et c'est quand même
absolument faramineux, étonnant, et encore une fois, ça témoigne pour moi des espèces, vous savez, vous faites sortir, c'est un bouquin, voilà, et c'est public, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur, vous pouvez le consulter, vous pouvez le regarder, et ça reste dans le non-dit, c'est-à-dire on en parle, c'est là, on sait que c'est là, oui d'accord, mais passons, je voudrais savoir quel sera le prochain ministre, c'est tellement plus important de savoir entre les LR, le nouveau Front Populaire, le Rassemblement National et les non-inscrits, lesquels vont être dans la courbe. C'est intéressant ça. À tout de suite. Et n'hésitez pas à nous appeler si vous avez une question au 0826 300 300. André Berkoff reçoit aujourd'hui Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés, qui nous parle de son dossier dont je n'ai plus le livre noir du gaspillage. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Il gaspille, nous payons. Eh oui, c'est comme ça, hein, c'est pas nouveau, mais c'est comme ça, et c'est intéressant simplement qu'il y a des personnes, des associations qui s'en occupent et qui regardent, notamment Contribuables Associés, et nous sommes avec Jean-Baptiste Léon, qui est directeur des publications, et on est en train de faire l'inventaire, pas tous, il nous faudrait quelques heures, voire quelques jours, de ce qui se passe, et notamment, alors justement, on parle beaucoup de Paris, très bien, vraiment les dépenses de l'État, tout ça, mais peut-être vous pourrez parler des dépenses des collectivités territoriales et locales, Jean-Baptiste Léon. Oui, on a tendance effectivement à focaliser, à mettre les grands éclairages sur nos élus de tout en haut, les présidents, les ministres, les parlementaires, mais la dépense publique et le gaspillage d'argent public a lieu aussi dans les collectivités locales. On sait à quelle proportion ? Si on entre État, Paris, oui. Enfin centralisation et... Alors les dépenses publiques des collectivités locales, c'est à peu près 20%. 20%. Là, en 2024, il y a 1600 milliards de dépenses publiques. Les collectivités, c'est 20%. D'accord. Et récemment, alors ça s'écharpe un petit peu, nous, quand on est reçu à Bercy, souvent au ministère, par les conseillers les plus proches de Bruno Le Maire ces temps derniers, on entend des hauts fonctionnaires qui disent pique-pente des collectivités locales. Quand on va sur le terrain, quand on rencontre des maires, on nous dit c'est la faute de l'État, et si ça va si mal, quoi. Nous, contribuables, on se sent un petit peu entre les deux, parce qu'au final, le cochon de payant, que ce soit tout en haut ou tout en bas, ça reste le contribuable français. Force est de constater qu'il y a une augmentation et même une explosion des dépenses des collectivités locales depuis 25 ans. Là, ça stabilise un petit peu, et c'est dû à un phénomène tout simple, c'est l'intercommunalité. On a voulu créer des métropoles, des intercommunalités sous le prétexte, un petit peu comme quand on a créé les nouvelles régions, de faire des économies, et c'est tout le contraire qui s'est passé. Il y a plus de dépenses. Là où on a créé des intercommunalités, il y a plus d'impôts payés par les particuliers et les entreprises. Donc tout ça a conduit à... Mais comment ça se fait? Alors expliquez quoi le mécanisme? En gros, le but du jeu, c'était de dire on va mettre plusieurs communes ensemble, et puis on va mutualiser. Ça va faire économie d'échelle, normalement. Oui. Normalement, ça aurait dû être ça. On va mutualiser. En fait, c'est tout le contraire. Parce que là où le gars qui travaillait à la voirie pour la commune, il a conservé son poste, mais on en a créé un à la voirie, à l'intercommunalité. Je caricature à peine. Et ça, sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, 99% des communes françaises font partie d'une intercommunalité. Pratiquement la totalité. Quasiment la totalité. Certaines sont rentrées de force. Il y a une très connue, par exemple, c'est Aix, qui ne voulait pas faire partie de l'agglo de Marseille, où les préfets ont forcé la main. Et une étude intéressante qui est sortie il y a 2-3 ans, qui démontrait que ces communes, il y a eu 1800 communes qui ont été forcées d'intégrer une intercommunalité. Là, ces communes-là, par rapport au moment où elles étaient toutes seules, dans leur coin, en gros, il y a une augmentation des impôts et une baisse des services publics. Souvent parce que c'est des petites communes, pour la plupart, qui en gros ne bénéficient plus comme avant de leur gestion autonome. Ce qui fait, en gros, c'est les communautés, les communes centrales, entre guillemets. C'est une arme fatale, presque. C'est une arme fatale. Et c'est une arme contre la démocratie aussi, parce qu'autant son maire, ses conseillers municipaux, on les identifie très bien, autant les membres de l'agglomération, on les voit pas trop. Ils sont quelque part, mais on n'a pas voix sur eux ou main sur eux quelque part. Je crois qu'il y a un élu qui disait oui, je suis à portée de baffe de mes électeurs. Et là, on n'en est plus, quoi. Quelque part, pour moi, l'intercommunalité,
représente un petit peu ce qu'on a fait avec l'Union européenne, avec l'Europe, quelque part, quoi. Exact, oui, ils sont loin, ils sont loin, on ne voit pas. Les décisions, on n'a pas de contrôle dessus, et puis on voit pas trop ce qui y et tout à coup... Dire que presque, Jean-Baptiste Léon, chaque poste, j'exagère, je caricature, chaque poste a été doublé un peu, enfin, il y a eu quoi? Il y a eu doublement des effectifs ou renforcement des effectifs, doublement des charges, etc. Ah, il y a des graphiques de l'INSEE, par exemple, là je les ai pas en tête, où on les avait mis à l'époque pour 2022 dans le livre noir, effectivement, qui montre vraiment en gros, depuis 25 ans, les dépenses publiques et le nombre de fonctionnaires dans l'État montent petit à petit. Les hôpitaux, ça a pas mal monté aussi, mais le gros de l'augmentation, c'est les collectivités locales, effectivement. Ah ouais. Et ce qui est malheureux, c'est que donc on a fait la décentralisation, mais ces collectivités locales ont assez peu d'autonomie dans le fond. Avec la disparition de la taxe d'habitation, maintenant c'est tout en haut que ça se décide, c'est au niveau de l'État. L'État, en fait, va reverser de la TVA, une fraction de TVA aux collectivités locales, mais la loi leur empêche beaucoup de choses, quelque part. Nous, à Contribuables Associés, on a souvent milité pour un changement de loi, et on travaille avec des députés pour que les lois évoluent, mais ça prend toujours beaucoup de temps. Par exemple, qu'il y ait tout en haut de l'État, pour un fonctionnaire d'État, qui ait une libre possibilité de recrutement. C'est-à-dire que, quelque part, un fonctionnaire d'État, s'il est mauvais, on prend des sanctions et il peut quitter la fonction publique. Pareil dans les collectivités locales. Qu'un maire puisse recruter comme il l'entend et selon, entre guillemets... Et il ne peut pas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, c'est très compliqué. Non, il y a toute une grille indicielle, etc. D'accord. Oui, la marge de manœuvre, c'est complètement l'autonomie financière, l'autonomie financière des collectivités est très faible. Donc, ça pourrait avoir du bon. C'est le fameux principe de subsidiarité, être au plus près des faits, au plus près de l'action. En règle générale, ça donne des économies. Ce qu'on a vu justement, encore une fois, pour revenir, c'est le small is beautiful. Du temps où les communes se géraient elles-mêmes, ça coûtait moins cher aux contribuables que maintenant on est avec ces grandes métropoles ou ces grandes communautés d'agglomération. C'est ça, oui, ça c'était encore une fois, le diable se cache dans les détails. Exactement. Et les effets pervers ont bien joué dans cette intercommunalité, d'agglo, etc. Et justement, de ce point de vue-là, je crois que nous avons d'ailleurs un Jean-Pierre, c'est ça? Ah non, pas encore, on l'a pas encore. Excusez-moi. Si, Jean-Pierre est en ligne, en effet. Donc bonjour Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, vous nous appelez de Marseille, je crois. Tout à fait. Bonjour. Écoutez, bonjour André. Sur ce sujet, moi je crois que le jour où on taillera dans ce qui représente, si j'ai bonne mémoire, 67 ou 68% de la dépense publique, ce sera pas mal, c'est-à-dire les aides sociales. Et ça permettra de rétablir les choses, mais pour ça il faut, et c'est plus que jamais d'actualité, beaucoup de courage, parce que l'argent est dépensé, alors bien ou mal, ça dépend des points de vue qu'on a sur le sujet. Oui. Mais si on veut vraiment agir sur le fond des choses et durablement, il faut faire des choix. Et ces choix, à l'heure où on est, ils sont forcément extrêmement courageux à faire. Et il faut taper dans les dépenses sociales. Il faut aussi rationaliser toutes les dépenses liées à l'immigration pour se concentrer sur la sécurité, la santé, et non pas l'éducation, mais l'instruction. Oui. Vous êtes très nombreux à nous dire toujours, attention, parlons de l'instruction. L'éducation, c'est autre chose. Ouais. Et je fabrique, entre guillemets, désolé pour le côté qui pourra apparaître comme étant totalement réactionnaire, fasciste, tout ce qu'on veut, anxiogène, mais fabriquer des petits Français, des gens qui vont aimer la France et qui vont la comprendre et la connaître. Merci Jean-Pierre. Justement, alors par rapport à ce que disait Jean-Pierre, Jean-Baptiste Léon, justement cette espèce de... On va en parler, cette espèce de la fraude sociale. Oui. Parce qu'elle est très très forte aussi. Elle est très très forte. Pour revenir sur ce que disait Jean-Pierre, qui est pas forcément inintéressant, c'est même plutôt de bonnes remarques, je trouve, en partie, notamment sur la dimension sociale des choses. Il faut voir qu'aujourd'hui, c'est des chiffres de l'État. Il avait fait ça il y a quelques années. L'État, en gros, sur 1000 € de dépenses publiques, plus la moitié va dans les dépenses sociales. Alors certaines sont totalement justifiées. On cotise pour nos retraites, etc. L'assurance maladie, et d'autres le sont moins. Et on voit qu'il y a un gisement, notamment d'économie et via les fraudes. Juste ce chiffre, plus de 50% donc des dépenses publiques, c'est la dépense sociale. Et si on reprend ce fameux ratio de 1000 € sur 1000 €, les dépenses régaliennes, c'est-à-dire police, sécurité et justice, on met de côté la diplomatie qui en fait partie normalement, mais en gros les dépenses régaliennes, c'est pourquoi l'État est fait, c'est-à-dire nous défendre, c'est 60 €, un peu plus de 60 € de dépenses pour le régalien. Vous voulez dire sur les 1000 ? Sur les 1000, ouais. Sur 60 € sur 1000 sont sur le régalien, c'est tout.
Et donc, nous nous étonnons pas de voir que ça va mal, hein, ça va mal dans les prétoires, ça va mal dans la rue, et que certains de nos armées sont à bout de souffle. Police, tout ça, c'est 60 € pour 1000 € de dépenses. Pour 1000 € de dépenses. Oui. Mais alors, les dépenses sociales, vous dites bien sûr qu'il y a des dépenses sociales absolument nécessaires. Mais enfin, la fraude sociale se montrait, selon vous-même et Charles Prats, que l'ancien magistrat devenu député, qu'on a reçu souvent, à 50 milliards d'euros par an. C'est une évaluation parce que jusqu'à encore quelques temps, l'État s'était pas vraiment penché sur le sujet. Il y a quelques années, on avait piloté ce qu'on appelle, nous, à Contribuation, un rendez-vous parlementaire dans les années 2010 sur la fraude sociale. Et parce qu'il y avait un rapport qui sortait à l'époque, et le député qui présidait ce rapport nous avait dit, écoutez, nous, on a un chiffre, il est de 40 milliards. Mais mon co-rapporteur, qui était plutôt sensible à ces sujets, m'a dit, si on sort ce chiffre, c'est une bombe. Donc il faut absolument faut rien dire, on va le diviser par 2. Donc la communication officielle avait été à l'époque de 20 milliards. Il y a une autre commission parlementaire sur le sujet qui donnait une échelle entre 15 et 45 milliards. On a des estimations. Gabriel Attal, du temps où il était ministre du budget, donc il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 1 an ou 2, avait lancé une mission sur le sujet. L'État, lui, parlait de 17 milliards d'euros. Donc, soit fraude aux cotisations, aux prestations, c'est-à-dire soit le particulier, le lambda, soit du travail au noir, soit par exemple les personnels de santé. Mais c'est pas très clair. La Cour des comptes elle-même a essayé de regarder. On a du mal à avoir les chiffres. Et ce qui est intéressant, c'est donc la dernière commission parlementaire qui a eu lieu en 2019-2020 sur la fraude sociale, présidée par le député Patrick Hetzel. Ils ont fait venir des hauts fonctionnaires, des patrons de la Sécu, etc., qui ont changé de poste depuis. Ces gens-là, en gros, n'arrivaient pas ou ne voulaient pas donner les chiffres. Et à tel point que Patrick Hetzel et son acolyte, Patrick Hetzel était rapporteur au président, et donc il y a toujours un président et un rapporteur qui sont pas de la même couleur politique, et était furibond, et ont voulu porter plainte. Alors la justice n'a pas suivi, mais on portait plainte. Parce qu'on cachait carrément les chiffres. On cachait les chiffres. On cachait les chiffres parce qu'il faut savoir qu'une commission parlementaire, c'est une commission d'enquête, elle a une dimension juridique, et donc on peut pas dire n'importe quoi. Et donc ces 3 fameux hauts fonctionnaires à dissimuler les chiffres en termes de fraude notamment. Et c'est énorme parce que c'est vrai que quand on arrive à ces milliards, et on voit très très bien les retraités de 120 ans, les gens qui sont là, etc. L'étranger notamment. Et tout ça perdure. Non, mais moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est ça perdure. On en parle, on s'indigne, on s'esbobie, comme on dit, et puis après, voilà. La bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle quelque part, c'est de voir qu'il y a de la marge de manœuvre. Je veux dire, quand on cible, comme on le fait à Contribuables associés, quand on comptabilise ces gisements d'économie, il y a moyen, si on veut, encore une fois, si la volonté politique est là. Alors, on peut trouver des économies, sans problème. Est-ce qu'ils vous écoutent, certains députés, quand vous allez les voir, bien sûr. Bien sûr. Alors, ce qui est très intéressant avec les députés, c'est que eux, ils ont un problème. Entre guillemets, c'est qu'ils estiment ce que je pense être vrai. Peut-être, on peut dire, il y a peut-être trop de députés, trop de sénateurs, mais je pense qu'il manque de moyens. Franchement, ça peut aller peut-être à rebours de ce que peuvent penser les auditeurs. En gros, pareil, on revient sur 1000 € de dépenses publiques. Les dépenses du Parlement, c'est 1 €. Voilà, ça coûte. C'est pas ça qui coûte. Non, c'est pas ça qui nous ruine. C'est pas ça qui nous ruine, oui. Ce que disent beaucoup de députés, c'est que les députés là pour voter la loi, etc., débattre de la loi, ils sont là aussi pour contrôler les dépenses de l'administration et du budget. Ils disent, mais nous, on a un gros problème, c'est quand on veut contrôler l'État, on n'a pas les moyens parce que les chiffres sur lesquels on va se baser pour contrôler l'action de l'État, c'est l'État qui nous les donne. Nous, on n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens d'enquêter. On peut pas faire notre propre enquête. Exactement. Alors que ça existe dans d'autres pays, comme chez les Britanniques, par exemple. Les États-Unis aussi. Les États-Unis, où les parlementaires, aidés parfois par des conseillers extérieurs à la sphère publique, peuvent analyser et trouver les gisements d'économie et punir aussi les dilapidateurs de l'argent public. Et donc, donc les parlementaires, effectivement, certains, en tout cas, aimeraient faire du meilleur boulot et regarder ça de plus près, parce que c'est là qu'il y a un gisement considérable. Et il y a cette opacité organisée, a priori, effectivement, par la haute administration, de quel ministère qu'elle soit, parce que les ministres y passent, mais la haute administration, elle demeure. Et l'administration veille jalousement à ses prérogatives. Tout à fait, Mais vous voyez, ce que vous dites là, Jean-Baptiste Léon, c'est que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Car si on avait 3 pouvoirs, chaque pouvoir devait avoir les moyens, justement, de contrôler l'autre pouvoir, ce qui serait la moindre des choses. Et on voit très bien ce qui se passe en justice, par exemple, pour ne parler que d'elle. Autre scandale, je voudrais rappeler quand même, parce qu'il ne date pas d'hier,
Mais vous en parlez dans votre livre, dans ce livre noir des gaspillages. Astrid, je voudrais que vous rappeliez l'histoire d'Astrid, parce qu'aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, c'est quand même assez hallucinant. C'était en gros, la France avait un projet intéressant, Astrid. Alors je me rappelle plus de l'acronyme qui est d'ailleurs en anglais, mais oui, en gros, c'est des centrales, des réacteurs nucléaires de nouvelle génération qui non seulement pouvaient produire de l'électricité nucléaire, mais aussi recycler les déchets nucléaires. En gros, les déchets qu'on a à La Hague ou très important, parce qu'on disait on ne fait rien. Les déchets nucléaires, c'est le danger, c'est terrible. Voilà. On avait trouvé les moyens de les recycler. Donc ça allait dans le sens de l'opinion publique et de certains écologistes éclairés qui pourraient estimer qu'enfin on allait se débarrasser de ces déchets, mais en 2019, sous la pression, je pense, là, c'est la dimension électoraliste des choses, sous la pression d'un certain nombre d'écologistes, le gouvernement a décidé, à la grande honte et à la grande fureur d'experts de l'époque, de parlementaires de l'époque, d'abandonner ce projet qui était extraordinaire pour la France, qu'on avait un temps d'avance sur tout le monde. Hein. On produit et on recycle en même temps. Et donc ce projet Astrid a été abandonné en 2019, et pour autant, il y avait eu beaucoup d'études de travaux qui avaient été menées, hein, et donc c'est un gaspillage. Et on était pilote en la matière à ce moment-là. Ouais. Et on a gaspillé 1,2 milliard dans cette histoire. 1,2 milliard. Alors, ce qui est bien, c'est que depuis, certains réacteurs ont été réactivés, ou la Flamanville a été enfin lancée, mais on a perdu beaucoup. Surtout en un moment où l'Allemagne fermait ses dernières centrales nucléaires, c'est quand même. Et alors justement, je voudrais qu'on parle un peu alors de. Là, on revient pas spécialement à Paris, mais justement. Vous parlez, alors on parle de les grandes valeurs, les élites, la fonction publique, etc. Et vous rappelez quand même ce chiffre, 437 agences d'État. Ouais, 438 même. Ouais. Ou 438, j'avais 437 en 22, alors peut-être que ça a augmenté encore. C'est quoi ces agences d'État et à quoi elles servent, très exactement? On a sorti une étude l'année dernière sur le sujet. C'est assez particulier. Les agences de l'État, ça recoupe... en fait, par facilité, on va appeler ça agence de l'État, parce que d'un point de vue administratif, ce sont des opérateurs ou autres. On les connaît tous. Hein. C'est Pôle emploi, c'est l'ADEME qui s'occupe de l'énergie. Donc ça peut être des super grosses structures. Bien sûr. Mais comme les tout petites. Il y a une agence, certaines agences qui comptent 4 à 5 membres. Et en gros, le but du jeu, c'était de simplifier la chose, de simplifier la donne, de permettre à l'administration d'être plus souple. Mais ce qui se passe, en fait, donc c'est le budget là, en 2024, c'est 80 milliards pour ces agences de l'État, c'est plus de 500 000 agents publics. Elles fonctionnent un petit peu en roue libre. On avait missionné un rapport, travaillé sur un rapport avec un député qui nous disait, en gros, les agences de l'État, c'est un coffre-fort dont on a perdu la clé. On ne sait pas trop ce qui se passe, si ce n'est que elles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, en fait. Mais toujours avec l'argent du contribuable. Exactement, bien sûr, avec plus de 80 milliards. Et là encore, nous, on a sorti une étude pour dire, en gros, ce qui est très marrant, c'est que il y a un certain nombre, mais on ne peut pas tout à fait les quantifier. Ouais. Parce que dans la classification administrative, il y a des recoupements, etc. Comme souvent, en fait, quand on regarde un petit peu comment fonctionne la mécanique administrative, c'est toujours assez opaque. Et tout le monde compte pas de la même façon. Et donc, dans ce qu'on explique dans cette l'étude qu'on avait missionnée, qu'on avait sortie l'année dernière, c'est que difficile d'y retrouver ces petits. Donc nous, on donne des chiffres. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Jean-Baptiste Léon, en donnant par exemple un exemple, les autorités régionales de santé. Hein. Oui. On en a beaucoup parlé au moment du Covid, on en parle encore. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez la moindre question ou une réaction. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors, les élites, les hautes autorités, et vous en parlez dans ce livre noir des gaspillages. Et c'est bien parce que vous abordez le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. Attention, ce sont les autorités, je dirais la justice aussi, puisqu'ils veillent la constitutionnalité des lois, ils veillent si nous sommes dans le droit chemin. Mais vous constatez aussi que là, il y a une opacité, non seulement une opacité, mais qu'est-ce qu'ils sont bien traités, nos braves sages. Oui, et notamment au Conseil constitutionnel, c'est quelque chose que Contribuables Associés avait relevé avec d'autres, notamment René Dosière, qui est un ancien, je crois que ça peut parler à vos auditeurs, un ancien parlementaire français, qui est en gros un spécialiste de l'éthique publique.
et qui avait remarqué qu'il y avait un souci au Conseil constitutionnel. Donc en fait, c'est les 9 sages. Ce que c'est les 9 sages. Hein, c'est ce qu'il y a de plus haut en gros. Hein. C'est ceux qui vont dire ce qu'est la loi en quelque part. Hein. Et quand ils ont prééminence d'ailleurs sur l'exécutif et sur le président en partie. Et donc c'est ces gens-là. Ils peuvent retoquer des décisions du président. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ces 9 personnes-là, en fait, ce qu'avait remarqué René Dosière, c'est qu'ils ont un petit souci en termes de rémunération. Donc en gros, ils vont toucher 16 000 à 17 000 selon que vous êtes président du Conseil constitutionnel ou 17 000 euros par mois. Par mois, oui. Soit 16 000 si vous êtes simple conseiller ou 17 si vous êtes le président. Mais dans ces indemnités-là, il y a une indemnité complémentaire qui a été versée de façon totalement illégale. À savoir sur un simple courrier, une décision qui a été prise en 2001 sur un simple courrier de la ministre du budget de l'époque, qui était Florence Parly, pour compenser en fait une hausse fiscale. En gros, avant 50% des indemnités du Conseil constitutionnel n'étaient pas vouées à l'impôt. Après, elles l'ont été, mais pour compenser cette augmentation de leurs impôts, ils ont eu droit à une indemnité complémentaire spéciale. Mais le problème, c'est que c'est totalement illégal, et parce que ça doit passer par la voie parlementaire, etc. Et donc les sages du Conseil constitutionnel qui doivent veiller vraiment, c'est le saint des saints en termes de législation française, touchent des indemnités de façon illégale. Donc nous, à Contribuables Associés, on s'est emparé du sujet, on s'est tourné vers le Conseil d'État qui peut agir en la matière, qui nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Ça ne concerne pas les contribuables, parce qu'en gros, ce petit arrangement, ça coûte, au jour où on parle, c'est à peu près 30 millions d'euros que ça coûte. 30 millions d'euros que ça coûte aux contribuables à peu près. Par an. Sur la totalité. Sur la totalité. On va dire, c'est 30 millions, c'est 30 millions. C'est 30 millions, et symboliquement, c'est très fort. Le Conseil d'État nous a dit non, ça vous concerne pas, circuler, rien à voir. On est allé jusqu'à l'Europe, à la Cour de justice européenne, qui nous a dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc, mais on va remettre, c'est bien, je suis très heureux qu'on en parle ici à Sud Radio, parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu. On s'est battu avec des parlementaires, il y a une ancienne. Vous voulez dire, le Conseil constitutionnel, gardien absolu de la légalité, touche des indemnités qui sont. Alors le problème, c'est même pas les indemnités, mais qu'elles sont versées de façon illégale, parce que c'est un simple courrier signé d'une ministre. Et on s'est battu avec des députés, notamment une députée socialiste, Cécilia Untermaier, elle ne l'est plus aujourd'hui, qui elle a voulu que ce soit débattu. Elle avait une proposition de loi qui était toute prête, mais qui n'est jamais sortie, sur pression notamment de certains de ses collègues et sur pression également du Conseil constitutionnel, alors qu'elle voulait que les choses soient dites toujours présidé par un certain socialiste. Voilà, tout à fait, exactement. Ouais. Laurent Fabius, pour ne pas le nommer. Et juste pour finir sur ces... alors, il y a le Conseil d'État dont vous parlez aussi, mais juste un mot sur ces autorités régionales de santé, qui ont été on en a parlé, parce que on manque de médecins, on manque de soignants, etc. Mais en revanche, on manque pas de fonctionnaires de la santé. C'est une strate supplémentaire qui a été créée il y a quelques années. En gros, un grand ratio. Si vous prenez l'hôpital en France, 35% des personnels sont non soignants. C'est-à-dire, c'est des administratifs ou des techniciens, etc. 35% des personnels des hôpitaux sont non soignants. Oui, la plupart des pays voisins, pays européens, c'est un quart seulement, c'est 25%. Donc, il y a une véritable surbureaucratisation de l'hôpital en France, au détriment des soignants, parce que en gros, les agents administratifs qu'on va payer, ça sera autant de moins pour les médecins et les infirmières. Les dites infirmières, on en a de moins en moins. Il y en a beaucoup qui ont fui après le Covid. Il y en a beaucoup maintenant qui travaillent, qui sont très très bien payés, qui sont partis en Suisse. Autant qu'on a moins de moins en France. Et donc, il y a ces structures administratives. On pourrait en citer. On l'a vu pendant le Covid, il y avait un catalogue d'intervenants dans la santé. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'en régional, on a dit que les politiques sanitaires ont été très bien menées sur le terrain par les préfets. Les agences régionales de santé, elles étaient aux abonnés absents parce qu'elles savent produire de la norme. Elles embêtent tout le monde. Elles sont 18 sur les territoires français en comptant l'outre-mer. C'est à peu près 10 000 fonctionnaires. Et quand il y a une crise, elles sont moins présentes. On les a pas vues. En tout cas, on en reparlera avec vous. Bien volontiers, André Berkoff. Merci à vous. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Livre noir des gaspillages, vraiment. Allez-y, lisez-le, renseignez-vous et réagissez. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.